Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinéma, épisode 30. Hey, ça, c'était débile, man. Épisode 30 avant. Parce que là, c'était un épisode tampon, cette affaire-là. Mais c'est pas tampon, là, c'est pertinent ce que je veux dire. Mais c'est parce que là, je m'enligne pour faire 4. Une série de 4 épisodes sur pas le cinéma, la culture québécoise. Écoute, je suis là-dedans. Là. Je sais pas ce qui se passe. Là. Je sais pas si c'est les 50 ans de la crise d'octobre d'octobre passé ou la nouvelle année, la pandémie, je sais pas. Mais là, je me sens milité. Je me sens militant. En tabarniche. Mais là, c'est ça. Fait que je vais juste faire un. Fait que là, c'est ça. Il y a 4 épisodes qui s'en viennent sur la culture québécoise. On va faire des. Je vais donner des produits culturels / artistiques québécois à regarder. En l'occurrence, des films, des livres, puis des albums de musique. 4 épisodes. Le dernier épisode, c'est sur la musique. Je fais ça avec mon coloc Mike. Mike Miller. Mike Meunier. Ça va être pas pire intéressant, je crois. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, faire un épisode bien quick, là, parce que j'ai lu ça. Le référendum volé de Robin Philpott. Philpott. Pas de feu. Puis, écoute, c'est ça, je l'ai lu bien vite. J'ai dévoré comme un hostie de glouton. Parce que c'est vraiment fascinant. J'ai vraiment. C'est débile, là. Ça fait dans le dash, cette affaire-là. Je pense que c'est un peu connu comme livre, là. C'est un peu comme les livres de Normand Lester, Livre noir du Canada. Je pense que c'est la même maison d'édition, même, ouais. Puis. C'est ça, c'est juste un. C'est ça. Bon, fait que c'est quoi? Alors, bleu cinéma, un peu plus bleu politique aujourd'hui. Mais ce livre-là, c'est une enquête faite par un journaliste anglophone, Robin Philpott, mais très souverainiste, cet homme. Puis il décide d'aller parler du monde de la haute finance et de la haute politique. Puis il va leur poser des questions, leur faire des entrevues pour parler des schèmes illégaux qui ont été mis en place dans la campagne référendaire de 95. Parce que c'est ça, ça parle du référendum de 95 puis de toutes les crosses du Canada qui ont été faites pour qu'on perde le référendum. Parce qu'on le sait, les souverainistes au Québec, ils savent que le référendum a été volé. C'est assez clair avec le scandale des commandites, la commission Gomery, toutes ces affaires-là qui sont arrivées après. Ben, peut-être que le monde de mon âge, on est moins au courant de ça, mais la génération de nos parents sont au courant de Christ parce qu'ils l'ont vécu. Mais c'est ça, en général, on le sait que le référendum de 95, ça a été volé en partant. Pour reprendre les malheureuses paroles de M. Parizeau, l'argent et le vote ethnique. On va revenir sur le vote ethnique, mais l'argent, puis c'est ce fameux vote ethnique qui vont ensemble à la voix comme je te pousse. C'est ça qui parle, mais surtout d'argent. Il parle de vote ethnique aussi, puis il explique pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait, Parizeau en disant ça. Mais c'est ça, l'argent, on le sait tout. Puis, mais l'affaire, c'est qu'on le sait pas à quel point. Parce que c'est ça qui est fou. C'est comme, ok, l'argent, il y a de la fraude, c'est fait, les gouvernements, c'est corrompu. Mais c'est corrompu, là, rare, là. C'est ça, tu penses que tu le sais, mais tu le sais pas. Peut-être du monde qui le savent déjà, mais je veux dire, moi, avant de lire ça, je savais pas à quel point que c'était... C'est fucked up. C'est juste fucked up. Tu sais, c'est fou. Puis, c'est ça. C'est juste comme, what the fuck, man. Ils sont malades. Le monde, là... Les fédéralistes pendant le référendum qui ont organisé notre défaite, là, c'est fou. Genre, c'est fou. Ils agissent comme des rois. Ben, ça veut dire comme des impérialistes.
Puis c'est ça, là, je parle de ce livre-là, mais ça tombe bien, là, parce qu'il y a une couple de jours, il y a une nouvelle qui sont sorties, une couple de nouvelles sont sorties sur une gang de blocs, là, de je sais pas trop où, puis une gang d'autres de sud-blocs québécois, là, dans un gars qui s'appelle quelque chose François Duty, ou quelque chose de même, des profs... pas rien que des profs, là, des hommes politiques. Il y avait Jean Charest qui a signé cette affaire-là, puisqu'ils veulent défendre la réputation du, je cite, grand démocrate John A. MacDonald. C'est pas moi qui l'invente, là. Ils ont dit ça, là. Eux autres sont là, puis ils disent... c'est comment j'ai son nom ici, là? Comment il s'appelle, là? Maudit colon, là. Patrice Duty, excusez-le. Écoute, il a fait... La paix et l'ordre et le bon gouvernement sont quelques-uns des héritages de MacDonald qui ont contribué à faire du Canada un des plus admirés dans le monde aujourd'hui, affirment les signataires d'un encart publicitaire publié à Toronto dans le National Post. Nous comprenons les frustrations des descendants de ceux qui sont touchés par les erreurs de MacDonald, indiquent les signataires, avant d'ajouter que les échecs de MacDonald doivent cependant être mis en balance avec le bilan impressionnant de constitution et d'édification de la nation, sa réconciliation des cultures, langues et religions opposées, son progressisme et sa préoccupation et son amitié documentée avec les peuples autochtones. Dude, ce gars-là, il a pendu Louis Riel, man. Genre, de quoi tu parles, c'est fou, man. Ils sont malades, ce monde-là. Aïe, aïe. Il a fait bien plus encore, affirme l'historien Patrice Duty. Ouais, genre, chier sur tous les Québécois. De l'université Ryerson, un de ceux qui se trouvent à l'origine de cet appel public pour la défense de l'ancien premier ministre conservateur. Tu sais, ils viennent de dire que les conservateurs sont progressistes. De quoi tu parles? Si le Canada a réussi, c'est en partie grâce aux fondations qu'il a jetées. Notre initiative est conçue pour relancer le débat. On enseigne désormais une version unique de John A. MacDonald, regrette cet historien qui a beaucoup écrit, surtout en anglais, à propos de l'ancien premier ministre. Louis-Stephen Saint-Laurent. John A. MacDonald était un grand démocrate, répète Patrice Duty au Devoir. Il a toujours défendu la liberté de presse, il défendait les demandes de la... J'étais curieux, là. En tout cas, man, fuck that. Tu sais, le grand démocrate. Il faut avoir du front tout autour de la tête en esti, là. Le grand démocrate Adolf Hitler, rendu là, man. Esti, calice. Chris! En tout cas. Whatever. Tu sais, c'est absurde. Fait que c'est ça, c'est arrivé ça là, dans les derniers jours, fait que ça fait du sens d'en parler. Anyway, Robin Philpott, on va revenir à ce qu'on parlait. En étant anglophone, il a pu avoir des entrevues avec les plus fédéralistes anglo qui existent, puis qui se doutaient pas 2 secondes que ce gars-là était souverainiste, puis le monde qui a interviewé sont d'une candeur là, aberrante en parlant de leur scam et de leur fraude qu'ils ont fait. C'est ça qui fait peur pour vrai, de les entendre dire genre ouais, ben c'est ça qu'on a fait, mais tu sais, le sort du pays est en jeu, fait que tu sais, c'est comme la guerre. Tu sais, genre, ok. En tout cas, c'est fou. Tu sais, c'est comme la guerre, mais t'organises des marches d'inclusion, de multiculturalisme, de l'amour du Canada. Mais, en tout cas, en amour comme dans la guerre, tous les coups sont permis. Pis, c'est ça, c'est tout du monde qui traîne avec la grosse finance, la politique fédérale, comme c'est incestueux, sans bon sens, ce monde-là, c'est fou. Mais bon, concrètement, c'est quoi ce qu'il dit? Le livre a pour base une maxime bien connue qui dit « La fin justifie les moyens ». Puis, c'est ça, le Canada, il s'est dit « La fin justifie les moyens ». Peu importe qu'est-ce qu'on fait, ça justifie la fin qui est de sauver le Canada. Puis, il adopte une méthodologie du témoignage puis de l'anecdote, dit-il en citant Jane Jacobs, qui, elle, bon, c'est ça, je t'ai trouvé le bout qui a dit ça, là, ciboire, là. Ouais, c'est ça. Elle a tête avec l'idée que seules les anecdotes, comme le dit si bien Jane Jacobs, que nous avons rencontrées, sont de véritables preuves parce qu'elles s'inspirent d'histoires vraies et qu'elles permettent de savoir où chercher la vérité. Bon, c'est ça. C'est pour ça qu'il va... Ah, fuck, McMeunier. Ouais.
Où j'en étais. Jane Jacobs, des anecdotes, c'est ça. Puis, un autre de ces postulats de base, c'est que le Canada, dans la campagne référendaire, a enfreint à la base les droits fondamentaux internationaux, comme par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'ONU en 1966, duquel le Canada est signataire, qui dit « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique. Les États partis au présent pacte, dont le Canada, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Règle de base de droit international, le Canada n'a rien à chier de ça. Puis, aussi, ils ont enfreint à la base, ben pas à la base, mais en tout cas, ils ont enfreint les lois québécoises qui étaient en vigueur pendant le référendum, pour surtout concernant les commandites puis le financement. Mais c'est ça. Philpott passe des pages à donner des exemples de scams puis de fraude politique. Puis juste pour vous résumer, je vais en nommer quelques-unes, juste qui expliquent un peu, peut-être vous donner juste le goût de lire, puis juste aussi moi de dénoncer qu'est-ce que j'ai lu, puis de dénoncer le mieux que je peux le grand mythe canadien Coast to Coast qui existe juste dans la tête de coupe de monde aristocratiques fédéraux. Mais bon. On se souvient, Jacques Parizeau a dit l'argent et le vote ethnique. Mais l'argent, comme j'ai dit, l'argent, et qu'il y en a de l'argent investi tout croche, c'est triste. La base du rôle de l'argent, là, c'est que le Canada a mobilisé des millions et des millions de dollars illégalement dans la campagne du non. Les lois québécoises provinciales, les lois québécoises permettaient pas une seconde que le Canada se mêle d'une lutte politique provinciale. À la base, le Canada n'aurait pas le droit de mettre une scène noire là-dedans. Là. Zéro pis une barre, puis il y a des millions qui ont glissé, qui ont faufilé dans la campagne du non à travers toute l'année 95. Genre, c'est ça, à la grosse fucking de tabarnak de base, c'est un vol, une fraude, de la triche, ben sec, pas de bave. C'est ça, à la base, là. On n'est pas loin, c'est déjà, ça marche pas, c'est toute cette affaire-là. Il y a une tonne de compagnies privées mélangées avec une gang de politiciens tout croche qui ont investi des centaines de milliers par là, le gouvernement libéral canadien, le patrimoine canadien, des millions par là. Le comité du non pour le Québec, dirigé par Daniel Johnson pendant la campagne électorale, pendant le référendum, excuse. Genre, le comité du non provincial a quasiment rien fait dans la lutte référendaire pour le non. Pour le non, contre le oui. Parce que c'était tout du monde du Canada anglais qui ont orchestré toutes ces fraudes-là. Eux autres, là, Johnson, pis tout, ils faisaient quasiment rien. Il n'y avait pas bien d'argent, eux autres, là, à la base, tu sais. Puis la fraude de l'argent, là, que Parizeau parle, s'explique dans un meilleur exemple, c'est la marche du Love In, qui est terriblement mal nommé, d'ailleurs. Love In. Du 27 octobre, genre 3 jours avant le référendum, qui a été financé presque uniquement, en fait, je dirais quasiment uniquement, par des forces canadiennes fédérales ou privées, calissement fédéralistes aussi. Genre, donner un exemple, là, le propriétaire du Toronto Star, qui s'appelle John Honderich, je pense, John Honderich, il a genre payé de sa poche des dizaines d'autobus pour remplir ça de monde d'Ontario puis de Toronto pour faire marcher ça au Love-In. Aucun hostie de lien à faire remplir des Ontariens dans une manif pour un combat québécois. Mais les autres, ils ont tout fait ça, tu sais. Puis lui, là, John Honderich, qui a fait mobiliser des autobus. Mais il y a un autre gars qui s'appelle Brian Tobin, ancien ministre du Canada pendant le référendum, puis à cette heure devenu de retour à son métier de base, certainement, d'avocat,
qui travaille dans un beau, grand puis haut bureau d'un gros haut cabinet d'avocats à Toronto. Man, ce dude-là est en fonction politique. On l'appelait, genre, avant le référendum, on disait, Asti, on va perdre. Le monde l'appelait pour lui dire, faut faire de quoi, on va perdre le référendum. Ce dude-là a call Air Canada puis Canadien International, deux compagnies d'avion, deux plus grosses compagnies d'aviation canadiennes, pour mobiliser des avions pour amener du monde à Montréal pour la marche du Lovin. Ces deux compagnies-là ont été évidemment très positives. Il a appelé les PDG, là, direct. Ils ont offert direct, Air Canada a offert des rabais de 90% sous le nom de tarifs référendaires. C'est même pas caché, là. C'était ça qu'ils faisaient. Via Rail a fait la même affaire avec des rabais de genre 60%. Des billets Vancouver-Montréal se vendaient en principe à peu près 2000$. Pendant le 27 octobre, se vendait 200$. C'est 10 fois moins cher. Là. Vol Toronto-Montréal, normalement 500$, là c'était 100$. Le lendemain, Brian Tobin il a parlé à Radio-Canada, à CTV puis à plein d'autres radios pour inviter le monde à Rousseau à Montréal pour la marche 2 jours après. Puis les compagnies d'aviation ont collé, étaient comme arrête de faire ça, on a tout vendu, c'est le Dawa, genre. Tout le monde s'est ramené là-bas. Puis, juste pour remplir la manif de monde, genre pour grossir la manif, tu sais. Hey, ils ont mobilisé des avions, hostie, là. Lui, là, il était ministre de je sais pas quelle affaire au Canada pendant ce temps-là. Man, t'imagines-tu? Tu dis, Chris, des avions, des autobus, des trains, tout illégal, financé illégalement. Pour remplir du monde au Lovin le 27 octobre. Ça a eu un esti d'impact, ça, là. Le monde il pensait qu'il y avait plein de monde qui était contre. Hey, Chris, ça fait peur. Tu sais, c'est juste carrément illégal. Tu te demandes, Chris, pourquoi ce monde-là, ils n'ont pas été arrêtés. Écoute bien. Diane Davidson, avocate générale de la Chambre des communes du Canada, à ce moment-là, a envoyé une lettre au directeur général des élections du Québec. Puis elle a dit ça. Je cite, laisse-moi 2 secondes. Elle envoie ça au directeur général des élections du Québec. De manière générale, écrit-elle, vous comprendrez qu'il ne serait pas opportun pour les députés de la Chambre des communes, agissant dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, de se soumettre à une enquête provinciale. En conséquence, nous regrettons de devoir vous informer qu'il ne sera pas possible pour les députés concernés d'accorder une entrevue à vos enquêteurs ou de répondre à leurs questions. Direct, ils font juste faire... Vous n'aurez pas le droit de faire des enquêtes comme nous autres. Contre le monde de la Chambre des communes. Tu sais, c'est juste illégal. C'est juste de l'illégal, on s'en calisse des conséquences. De toute façon, on est plus fort que vous autres. C'est juste ça. Juste ça, cette histoire-là. C'est fou, là. Ça, je parle de la marche du Lovin encore, puis de toutes ces affaires-là, là, de crosse, de marde, là, de Brian Tobin, là, qui a appelé la moitié des PDG du Canada pour mobiliser des millions. Mais il y a une drôle d'anecdote, parce que c'est ça son modus operandi à Philpott. Il disait... Oh, c'est hein. Il y a une fille, ils ont caché son nom, ils l'appellent Stéphanie Tremblay, qui travaillait dans le siège social de Bombardier, aux étages 28, 29, 30 du 800 boulevard René-Lévesque-Ouest, à 2 pas de la place du Canada, là où la marche du Lovin était en place. Stéphanie Tremblay, de son faux nom, allait voter oui, comme plusieurs de ses collègues. Puis il n'avait aucune intention de se présenter à la manifestation pour le nom. Voici son histoire. Un peu après 11h, le jour de la manif, on nous avait informé qu'il y avait eu une alerte à la bombe et qu'il fallait évacuer l'immeuble. Mais on a vu tout de suite que c'était pas normal parce qu'il nous avait dit qu'on pouvait quand même prendre les ascenseurs. Alors que, toujours en cas d'exercice ou lors d'alerte à la bombe, il fallait faire les 30 étages à pied dans la cage d'escalier. Par exemple, c'est ce qu'on a fait quand il y a eu une vraie alerte à la bombe au sujet de nos activités à Short Brother en Irlande du Nord. Une autre preuve que l'alerte à la bombe était fausse et planifiée pour amener plus de monde à gonfler la foule, c'était qu'il n'y avait pas de policiers ni de pompiers sur les lieux comme d'habitude, et les autorités nous ont simplement dit de revenir après le lunch.
quand on sortait de l'immeuble, il y avait des gens qui distribuaient des petits drapeaux canadiens. À cause de tout ça, j'étais obligé d'assister à la manifestation, même si j'étais pour le oui, et ça n'avait tellement pas de bon sens. Presque tous les discours étaient en anglais. Je voyais certains cadres supérieurs de bombardiers se mettre à pleurer parce que tous ces Canadiens nous aimaient tant. Dude, c'est fucked up, là. Des fausses alertes à la bombe, là. Pour bomber, c'est que de la cochonnerie, man, cette histoire-là. Que de la cochonnerie. C'est ça. Ça, c'est juste un exemple de l'argent, là. Juste un exemple de l'argent. Il y en a plein d'autres, là. Plein d'autres. C'est bourré d'exemples, de chiffres. Mais là, on va au dark side de la phrase de Parizeau. On n'a pas envie de parler de ça, mais là, quand il disait le vote ethnique, on va pas parler de vote ethnique, mais juste parler de ce qu'il dit là-dedans. C'est des anecdotes, encore une fois, mais ça en dit long pareil. Parce que le vote ethnique de Parizeau, c'était malheureux. C'est une erreur politique monumentale qui nous a coûté cher. Qui a coûté cher au mouvement souverainiste. J'en conviens. Mais il raconte de quoi là-dedans? C'est l'impli de page. C'est ça. Écoutez bien ça, c'est quand même fucked up. Lundi 29 avril 2002, les services de communication et de relations publiques du Canada aux États-Unis étaient sur un pied d'alerte. Parce que, bon là je vous résume vite fait là. Il y a eu une émission de 60 Minutes sur le réseau CBS aux States qui avait accusé carrément le Canada d'être une passoire pour les terroristes. Suite au 11 septembre. Les méthodes de vérification des demandes de citoyenneté et de passeport au Canada ne seraient pas à la hauteur. Puis, de plus, 60 Minutes avait trouvé, entre autres, une source, un ancien agent du SCRS, qui confirmait l'accusation. Là, c'est ça. Là, il y avait le ministre de la Justice, John Ashcroft, qui a lancé une bombe diplomatique le 25 janvier 2002 lorsqu'il a identifié 2 citoyens canadiens comme étant des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Le lendemain, Bill Graham, ministre des Affaires étrangères, s'est indigné lui aussi, incitant que le Canada n'était pas une passoire. Là, ça se chicane parce que les États-Unis nous accusent d'être une passoire, accusent le Canada d'être une passoire d'immigration. Puis que du monde associé à Al-Qaïda puis au 11 septembre ont passé par le Canada. Mais il dit l'élément le plus drôle, le plus troublant et pour l'État canadien, de loin le plus embarrassant de toute cette histoire, c'est que le présumé terroriste identifié par John Ashcroft en janvier 2002, un dénommé Abderraouf Jidé, a obtenu sa citoyenneté canadienne en octobre 1995. Ce petit détail posait un gros problème pour le Canada, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Comment établir une défense publique et médiatique dans ce cas précis, sans mentionner que M. Abderraouf a bénéficié, comme au moins 14 000 autres immigrants, du processus de naturalisation accéléré mis en place spécialement pour la campagne référendaire de 1995 au Québec. Comment il pouvait expliquer ça, tu sais? Comment démentir les accusations américaines en sachant pertinemment que l'État canadien, sous les instructions précises du gouvernement libéral, s'est volontairement transformé en passoire en 1995 dans le but de grossir le nombre d'électeurs susceptibles de voter non? C'est fou. Genre, c'est juste insane quand tu penses à ça. Que. Tu sais, c'est juste comme là, ils se sont tirés dans le pied. C'est juste ça, parce que là, les States les accusaient d'être une passoire. Comment ils pouvaient. Eh ben, Chris, c'est pas ça, mais c'est parce que. Comment dire? Ouais, non, mais c'était juste pendant 95, là, c'était juste pour un référendum. T'as l'air smart, ça. Parce que là, c'est ça, il dit le processus de naturalisation accéléré. Le gars, il est allé rencontrer un dude qui s'appelait Bruno Rica, puis sa conjointe Virginie Bertonnet, qui ont immigré au Canada le 13 juin 1992, puis ils ont attendu 3 ans, les 3 ans réglementaires, pour avoir leur citoyenneté canadienne. Puis là, c'est long, esti, avoir ta citoyenneté. Mais, par surprise, en septembre 1995, moins de... C'est la même histoire, ça, là? C'est ça, en juin, ils ont demandé une autre demande pour avoir la citoyenneté.
Mais 9 mois plus tard, soit en février ou en mars, excuse, en septembre 95, 3 mois après, il reçoit la confirmation pour avoir la citoyenneté. Ils se rendent au complexe Guy Favreau. Voici la description que Bruno Ricca fait de l'événement. File d'attente avant d'entrer dans la grande salle. 150 personnes à la cérémonie. Tout ensemble, elles jurent leur allégeance à la reine Élisabeth II en levant leurs bras droits, un peu à l'image de ces mariages collectifs avant la Seconde Guerre mondiale. Dans la salle, parmi les 150 personnes, dont 48 de nationalités différentes, ils se rendaient compte que plusieurs ne parlaient ni anglais ni le français et ont de la difficulté à suivre la cérémonie. Ils doivent répondre à un questionnaire à choix multiples. Impossible de se tromper. Après le serment, ils chantent au Canada en lip-sync. Une fois le tout terminé, un monsieur se promène dans la salle en disant « Maintenant que vous êtes citoyen canadien, vous savez pour qui voter. » On vide la salle rapidement pour faire place aux 150 personnes qui attendent patiemment à l'entrée, qui sont prêtes pour la prochaine cérémonie. Genre, ils naturalisaient des bunches et des bunches d'immigrants à la passoire, ben raide, pour gonfler le vote du nombre, tu sais. C'était juste ça. C'est fou. Oups. C'est le gars qui, Chris, lui, il a attendu pendant un bout, là, Chris. Puis il disait, une de ses amies, ça a pris genre 3 mois avant qu'elle reçoive l'IAB. Pas l'IAB, mais c'est juste là. Mais qu'elle reçoive. Qu'elle reçoive sa citoyenneté. Lui, il a attendu 3 ans. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il faisait, c'était fou. C'était fou. C'est ça, le vote ethnique. C'est pas genre la petite gang d'innocents de race qui comprennent pas. C'est pas ça le point. C'est que c'est le Canada, en fait, qui s'est servi des nouveaux arrivants. Puis, ben, ça a fucké le vote, évidemment. Et là, il y avait de quoi d'autre que je voulais parler 2 secondes. C'est que. Tu sais, c'est fou, man, comment il y en a passé du monde, man. Pendant le seul mois précédent, le 20 octobre, le Canada a naturalisé 11 500 personnes au Québec, soit 580 personnes pour chacun des 20 jours ouvrables, ce qui donne tout son sens à la description de la cérémonie de naturalisation donnée par Bruno Ricca. File d'attente, salle bondée, roulement qui ressemblait à une opération d'urgence réalisée en temps de guerre. Tu sais, puis c'est ça, les chiffres mentent pas. En comparant le nombre annuel de naturalisation entre 1988 et 1998, qui était en moyenne de 21 733, 21 000 personnes en moyenne par année pendant une décennie, 88 à 98, si on compare ces chiffres-là au nombre de naturalisations pendant les 2 années de pointe de 1994 et les 10 premiers mois de 1995, soit l'année de l'élection du Parti québécois et du référendum, il y a 42 000 personnes qui ont obtenu le droit de vote prématurément qui se sont fait naturaliser. Et le double, c'est pas mal, hein? En 94, 40 000 personnes, puis en 95, 43 000 personnes. C'est le double, c'est juste le double. C'est fou comment c'est plus de monde. Ça fuck les chiffres, ça, là. Fuck les chiffres à Anastie, là. Puis ça, c'est juste le gouvernement, man, qui a décidé, c'est ça. Tu sais, c'est juste pour donner un exemple, là. Je suis pas après chier. Je chie sur le multiculturalisme canadien. Mais c'est pas. C'est parce que c'est une arnaque. C'est pas malin. C'est des profiteurs. C'est juste opportuniste. C'est arriviste. C'est au grand détriment des nouveaux arrivants. Mais bon. C'est pas ça qu'on parle, là, mais. C'est ça, c'est juste tous ces schèmes illégaux-là qui ont été mis en place par le gouvernement canadien. En ce qui a trait le vote ethnique, c'est ça. Man, c'est fou, là, man. T'imagines 150 personnes back-à-back qui rentrent juste pour faire gonfler le vote, là. Tu sais, c'est juste comme... C'est même pas legit à la base, là. Même pas legit. Mais c'est juste... C'est illégal. T'es comme, man, tu peux pas faire ça. Ben oui, on fait ça pareil. Ok, I guess. Ouais, pis là, c'est ça, je voulais parler des Amérindiens, mais c'est parce que c'est fou, man.
Tu sais, c'était insane. Tu sais, le Canada, c'est juste servi des Amérindiens pour, encore une fois, juste semer des zizanies ethniques qui servent à rien puis qui sont complètement fausses, anyway. C'est juste un autre exemple. John Hunterich, encore je parlais tantôt du Toronto Sport. Toronto Star. Il disait à Phil Pott, il dit si vous acceptez que les Québécois peuvent décider de leur avenir, pourquoi cela ne s'applique-t-il pas aux autres groupes et nations à l'intérieur du Québec, comme les Cris et les Inuits? Je n'acceptais pas la position du Québec sur la nature sacro-sainte de ses frontières, comme je ne l'accepte pas. L'une des choses que nous avons faites au Toronto Star avant le référendum, et nous avons probablement violé les lois du Québec en le faisant, c'est que nous avons publié gratuitement une publicité des Cris. Genre le gars, il vient de le dire, man, direct. C'est encore lisse, là. 25 000 ça dit. Ça a dû coûter au Toronto Star. Ben gratos, juste pour foutre la merde. Puis il y a un gars qui s'appelle Matthew Coon Com. C'est un Amérindien. On parlait clairement. Qui a travaillé avec le gouvernement du Canada pour le nom, tu sais. Tu sais, c'est fou, ils en ont besoin. Ils les prennent quand ils en ont besoin, puis ils décalissent après. Parce que ce gars-là, il a crissement parlé pour le nom, puis il a travaillé avec le monde du nom, avec Chrétien, puis tout ce monde-là. Puis il a collé son camp des affaires amérindiennes au gouvernement en 2000. Il devient chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada en 2000. Puis en 2002, il a sacré son Canada parce qu'il était même plus capable, à toutes les fois qu'il critiquait le gouvernement et le système colonial, il se faisait remettre à leur place. Il était même plus capable d'avoir des réunions avec les ministres. Il a collé son camp 2 ans après. C'est bien pour dire. Ça, t'en repasseras, moi, là, le Canada qui protège les Premières Nations. Là. Comme s'il n'y en avait pas assez un beau CV en matière de décollissage d'Amérindiens. Là. On parlait de Johnny McDonald, Louis Riel, la loi sur Indiens en 1876, les réserves, la crise d'Oka. J'en passe, là. C'est pas nouveau. Là. Rébellion du Manitoba, pis tout ça, c'est vieux comme un sacrement, en tout cas. Tu sais, en tout cas. Tu sais, c'est qui, man, qui a fait la. C'est sûr, j'ai oublié de note. Mais c'est qui, tabarnouche, qui a fait la paix des braves, là, en 2000 quelque, là. Je me souviens plus c'est quoi l'année, là, je l'avais ici. 2002, 2005, 2006. Hey, man, John Ray, on a un autre petit crosseur de poule morte, ça. Ok, non. Ouais, en 2002. Québec, man, qui a fait de la paix avec les Amérindiens, pas les petits Canada, man. En tout cas. Un référendum volé. Si vous voulez voir des fédéralistes qui témoignent contre eux-mêmes, qui expliquent toute leur fraude, toute la merde à vomir est là-dedans. Je vous conseille la lecture fortement. Un référendum volé de Robin Phil Pott. En 1995, on avait gagné. On avait un pays. Démocratiquement. Mais étant donné que c'est pas dans la tradition canadienne de faire dans la démocratie, ben, comme disait Falardeau, on se bat contre une équipe qui triche, les arbitres, puis le gars qui passe à Zamboni. C'est ça que ça donne. Fait que. C'est ça. C'est ça. Lisez ce livre-là. Yes, sir.